Prince Kouma Ndoumbe, le privilège est le mien dans cette émission de poser toujours la première question. Quel est le problème que vous avez avec votre prénom Alexandre? Bon, Kalambola Bousso, Amboa, Sangumbe, Sangumbe, Motote. Il fallait d'abord quand même que je dise donne la paix à notre peuple. Voilà. Avec mon prénom Alexandre, ah ça c'est intéressant. Bon, mon prénom c'est le Dinala Mukala. C'est le nom du blanc. Je ne suis pas un blanc. Je suis un noir. Dinala Mukuma Ndoumbe, Nyakuma Mbapabele Badou. C'est ça mon nom. Le problème c'est que je n'ai jamais entendu qu'un Européen s'appelle Kouma Ndoumbe. Mais les Africains s'appellent Géraldine, Christian. C'est quoi ça? C'est très dangereux lorsqu'on vous enlève votre identité pour vous donner une autre identité. Mais à vous entendre, de là, de partir de là où vous êtes, de ce que vous êtes en train de dire, pour en arriver à dire que vous êtes xénophobe ou raciste, il y a qu'un pas à franchir. Comment raciste, comment? Je vais vous dire, j'étais à Munich, parce que moi j'ai fait mes études secondaires à Munich. J'avais un ami, vraiment un ami allemand, on s'aimait beaucoup, et quand son enfant est né, il a voulu donner mon nom à son enfant. Koum Ndoumbe. Il l'a fait, il a écrit. Quand c'est arrivé à la mairie, on lui a dit, ça c'est quoi ça? À Munich. On lui a dit, va dans les départements d'ethnologie pour qu'on dise que ça c'est un nom qu'on peut donner à un être humain. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai dit que mon prénom Alexandre Zéro, c'est fini. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas des Européens qui portent les noms des Africains? Non, mais si, et c'est les Africains qui portent les noms des autres. Quand on t'enlève ton nom pour te donner le nom de quelqu'un d'autre, c'est très grave. Mais Prince Kouma Ndoumbe, il y a bien, on a des exemples hein, comme Nana Mouskouri, il y a bien Nana devant son nom. Nana, ça ne vient pas d'ici. Si, c'est son père a été au Cameroun, Nana Mouskouri. Oui. C'est un exemple, mais peut-être également que le fait de donner un prénom occidental à un Camerounais, c'est le reflet de cet héritage colonial. Est-ce que ça ne fait pas partie enfin de notre culture? Mais moi, je ne me définis pas par rapport à la colonisation. C'est comme on dit que le Cameroun est bilingue. Ça, c'est le problème des gens qui disent ça. Le Cameroun est multilingue. Quand vous vous définissez, c'est par rapport à la colonisation. Que anglais, bon, vous parlez anglais, vous parlez français. Vous avez dit, moi, j'aime bien d'abord saluer mon peuple. Vous avez entendu ça? C'est très grave quand on vous enlève votre personnalité pour vous donner la personnalité de quelqu'un d'autre. À ce moment-là, on vous maîtrise et on vous gère. Et c'est ça le problème des Africains aujourd'hui. Donc, moi, j'honore mes parents qui m'ont donné le nom d'Alexandre. C'était par rapport à... vous savez, c'est un nom qui est connu dans la famille, le prince Alexandre Wangabel, tout ça. Bon, c'est un nom qui est connu, mais je vous ai dit, pour le jour où j'ai commencé à dire que moi, je ne vais plus utiliser. Si mon ami Kugler à Munich avait pu donner mon nom à son enfant et on met ça dans son état civil, je ne pense pas que j'aurais eu cette réaction. Mais vous semblez vous opposer à l'Occident ou à l'occidentalisation, pourtant vous dispensez des enseignements en français, en anglais et en allemand. Pourquoi quand vous allez dans les universités occidentales, vous n'imposez pas de dispenser les savoirs dans votre langue vernaculaire? Mais je n'ai pas besoin d'aller enseigner le Douala à Lyon. Pourquoi? Mon problème c'est que quand je suis à la télévision à Douala, mais posez-moi les questions en Douala. Mon problème, c'est que quand j'enseigne à l'université à Douala, il faut qu'on enseigne en Douala. C'est ça le problème. Quand je suis... Vous enseignez à Yaoundé 1, par exemple. Pourquoi vous n'avez jamais enseigné en Douala? Mais parce que le système ne me permet pas de le faire. Et il faut changer ce système. C'est urgent. Quand j'enseigne à Lyon, j'enseigne en français. J'ai enseigné à Lyon pendant longtemps avant de venir enseigner à Yaoundé 1. Quand je vais chez leurs voisins, les Allemands, à Berlin, quand j'enseigne là-bas, quand j'enseigne les sciences politiques à Berlin, est-ce que j'enseigne ça en français? Est-ce que j'enseigne ça en Douala? J'enseigne ça en allemand, dans leur langue. Quand on t'enlève ta langue, c'est qu'on t'a enlevé ton âme. Et quand on t'a enlevé ton âme, c'est que tu es fini. On t'a fini. Mais je ne dis, ça comprenez-moi bien, je ne dis pas que je suis contre les autres langues, non. Mais sois d'abord toi-même. Maîtrise d'abord qui tu es.
honore tes ancêtres qui t'ont accueilli sur cette terre. Bon, le reste, après, tu peux maintenant t'épanouir. Je m'épanouis, j'écris des livres en allemand, non? J'ai écrit 13 livres en langue allemande. J'ai écrit plus de 30 livres en langue française. Je suis à l'aise, mais je maîtrise bien mon douala natal. C'est de ça qu'il s'agit. Professeur, est-ce que vous essayez de dire que le développement chez nous, le développement par lequel nous courons depuis tant d'années, est voué à l'échec parce que justement notre développement, nous le menons avec la langue, la culture, les habitudes de Ce n'est pas seulement la langue, de toute façon c'est voué à l'échec. Et je le dis avec fermeté. Tout ce que les Africains ont fait là, c'est voué à l'échec. Tant que nous n'avons pas récupéré nous-mêmes, tant que nous ne sommes pas nous-mêmes, tant que nous ne maîtrisons pas notre pensée. Toi, tu veux faire avec la pensée des autres. Il a conçu sa pensée pour te maîtriser. Et toi, tu es là-dedans. Les diplômes qu'on donne là, vous croyez que ça a une valeur? Je suis professeur d'université de rang magistral. J'enseigne, comme vous avez dit, dans toutes ces universités du monde. Mais je pleure quand je vois les... C'est-à-dire, quand on donne les diplômes à nos enfants, je leur dis que vous êtes des diplômés, c'est vrai, mais des diplômés illettrés. Vous pleurez également pour vos diplômes? Pardon? Vous pleurez également pour vos diplômes? Les miens? Oui. Moi, je vous dis que mon premier livre que j'ai écrit, c'était en langue douala, hein? Ce n'était pas en allemand. Mais je ne pleure pas. C'est-à-dire que ce que je veux dire par là, c'est que on ne peut pas dépenser tant d'argent comme dans nos pays. C'est-à-dire pour l'école primaire, le secondaire, etc. Et l'essentiel du savoir qu'on transmet est un savoir que les autres ont conçu pour vous. C'est très dangereux. Mais presque Mandoumbé, justement, moi je reviens sur la... Je continue sur la même lancée que Blando. Vous êtes formé dans le même moule. Vous avez été formé, vous faites votre siècle, vous commencez votre siècle primaire au Cameroun en langue française. Vous arrivez en Allemagne à l'âge de 13 ans. Vous faites tout votre lycée là-bas, tout votre supérieur, tout votre secondaire. Non. J'ai fait juste mon lycée. Je suis allé à l'âge de 15 ans à Munich. Oui. J'ai fait mon lycée, c'est-à-dire mon bac, j'ai un bac allemand. Mais après, je suis allé en France pour faire les études. Et j'ai fait toutes mes études supérieures en France. Bon, mais... Alors, mais c'est dans ce moule-là que vous êtes formé. Absolument. Et c'est dans ce moule que les jeunes d'aujourd'hui continuent de se former. Je ne vois pas très bien où est le problème. Le problème, c'est que moi, peut-être que j'ai une chance. Avant l'âge de 15 ans, j'avais déjà ma formation fondamentale. Chez moi, ici à Douala, à Bonabé. Je suis né prince et on m'a formé. Avant de partir, j'étais déjà formé. Ce n'est pas à l'école officielle là que on m'a donné ce qu'on devait me donner. Ce n'est pas à l'école officielle. Oui, mais c'est normal, vous étiez prince, vous étiez... Oui, professeur, quand tout à l'heure vous avez dit, malgré nos diplômes, nous sommes illettrés, ça veut dire quoi? Ça veut dire que un jeune homme, par exemple, a un diplôme de sciences politiques ou un diplôme de droit, l'université de Yaoundé, l'université de Douala, tout ce que vous voulez. Mais il est ignorant sur les systèmes politiques qui ont géré le Cameroun avant la colonisation. Ça veut dire quoi? Hein? Il va gérer quoi? C'est-à-dire qu'il va vous donner les modèles qui sont dans ces livres, mais des modèles qui viennent de France. C'est-à-dire, la France a son histoire. C'est-à-dire son évolution. L'Allemagne a son évolution. Quand toi, tu dis que voici mon diplôme de sciences politiques au Cameroun, et tu ne peux rien dire sur le système politique même, si tu es Douala ou Bassa ou Fulbert, tu ne peux rien dire là-dessus. Mais tu es un illettré et tu es un danger pour ton pays. Oui, mais après vous subodorez, parce que quand on fait des études pareilles, il va sans dire que cet étudiant-là a certainement des connaissances sur le système politique qui ont... Pourquoi est-ce que le français ne sait rien sur nos systèmes politiques et que nos jeunes ici, eux, ils savent tout sur le système politique de la France? Mais on devrait être heureux de cela, de cette richesse culturelle, oui, puisque ça fait un enrichissement. On connaît ce qui s'est passé au Cameroun, on connaît ce qui se passe également en France, on est enrichi de tous ces savoirs-là. C'est-à-dire que heureux, c'est si, par exemple, ce monsieur-là, ce juriste ou cet économiste, etc., c'est très bien tout ce qui s'est passé chez lui. Et il sait aussi, mais il ne sait pas. Prenez un économiste. Je donne souvent cet exemple. Oui. Yaoundé, Ngaoundé, tout ce que vous voulez. Un économiste camerounais. Il va vous sortir les théories de Keynes, de tous ces gens-là. Et il ne sait même pas. Il ne sait même pas que quand les Blancs sont venus ici, nous avions notre propre monnaie. Et qu'un
un crew camerounais dans cette ville de Douala valait 20 marques allemandes. On ne lui apprendra même pas ça à l'école. Alors, mais il a un diplôme, il est docteur en économie. Et vous croyez qu'un Français qui est docteur en économie ne connaît pas l'évolution de tous les problèmes économiques de son pays? C'est là où je dis qu'il y a quelque chose qui cloche. C'est là pour les médecins également. Mais pour tout le monde. Mais un médecin ici, en réalité, on lui apprend ce qu'il faut faire pour prescrire des ordonnances pour qu'on aille acheter ce qui vient de l'extérieur. Mais la médecine, l'Afrique a excellé en médecine. Prenez les plantes médicinales que nous avons ici. J'ai toujours donné cet exemple. Le Cameroun est le pays au monde qui a les 3/4 des plantes médicinales qui existent dans le monde. Il apprend ça quand il fait sa médecine. Ou le pharmacien ici, il apprend ça. Il n'apprend pas. Il apprend ce qu'on fait là-bas. Et alors, ce qu'il fait là-bas, il faut maintenant les machines qui viennent de là-bas pour que ces machines, on ne les fabrique pas. C'est-à-dire que si on ne base pas la science, c'est-à-dire que le savoir d'un pays, l'héritage scientifique d'un pays, si vous ne basez pas ça pour faire tout le reste, vous n'irez nulle part. Et je rappelle qu'en 2011, et c'est scandaleux, 80% des livres scolaires, pour ne pas dire des livres tout court, sont importés. Vous croyez que ces gens-là, ces livres-là, c'est pour vous? Prenez le théorème de Pythagore, n'est-ce pas? Nous tous, on a appris ça à l'école. Le théorème de Pythagore, le théorème de Thalès. Quel mensonge! Est-ce que c'est Thalès, est-ce que c'est Pythagore? Ce sont des gens qui sont venus en Afrique. Dites-nous ça, expliquez-nous ça. Mais oui, ce sont des gens qui sont venus en Afrique et qui ont appris pendant plus de 30 ans, pour certains, qui ont appris, comme nous, aujourd'hui, on envoie nos enfants faire les études aux États-Unis, en France, etc. À l'époque, c'est eux qui envoyaient leurs enfants ici. Pythagore et Thalès sont venus ici, ils ont appris des choses que nous, on appliquait depuis 3000 ans. Et maintenant, l'enfant camerounais, lui, il va apprendre que le théorème de Pythagore. Mais quand même, il faut arrêter ces bêtises. Et moi, je le dis en tant qu'homme de sciences, professeur de rang magistral, il faut arrêter ça, et urgemment. Alors, aujourd'hui, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que vous avez fait, vous, à votre niveau, pour transmettre tout ce que vous savez sur cette richesse culturelle et scientifique africaine aux générations qui suivent. Parce que je reviens sur le fait que vous dispensez quand même des cours dans des universités européennes, et il ne me semble pas que quand vous arrivez là-bas, vous leur tenez le discours que vous nous tenez ce soir. Moi, Koumandoumé, mes étudiants à Lyon 2, mes étudiants à l'université de Berlin, bon, Lyon 2 c'est vieux, parce que j'ai quitté Lyon 2 en 1979. Hein, c'est en 1979 que j'ai quitté Lyon 2 pour intégrer l'université de Yaoundé 1. À l'époque, c'était l'université de Yaoundé tout court. Bon, mais j'ai quand même enseigné pendant 10 ans à l'université de Berlin. Mes étudiants à l'université de Berlin, je vous assure, on peut dire que ceux qui ont brillé sont, entre guillemets, plus africains que des Africains, pour rire un peu. Si vous allez sur le site internet d'Afrique à venir d'aujourd'hui, le site d'internet d'Afrique à venir, ce sont mes anciens étudiants allemands qui gèrent ce site internet. Et quand vous allez là-bas, vous ne pouvez pas vous imaginer que ce sont des Blancs qui gèrent un site internet comme ça. Donc, pour moi, le problème n'est même pas, il ne s'agit pas de l'Afrique en tant que telle. Il s'agit de la vérité scientifique. Et il s'agit, si vous voulez, d'un déclic qu'il faut pour l'humanité. Mais, s'il vous plaît, je crois qu'il y a des choses dont non. Il faut qu'on arrête le mensonge au niveau scientifique. Parce que ce que Paul Maël dit là, c'est très très important. Est-ce que vous pouvez vous imaginer que, bon, disons que cette terre qui a, c'était comme un seul continent, mais qu'il y a 135 000 années, disons que les continents se sont séparés, et le continent africain, n'est-ce pas, s'est formé depuis 100 millions d'années. Mais la chose la plus importante, et que vraiment, où je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? L'être humain tel que nous sommes là, qu'on appelle le Homo sapiens, existe depuis 150 000 ans. Mais il était noir, il n'y avait pas de blanc, il n'y avait pas de jaune. Et les blancs, on a commencé à avoir des blancs il y a à peine 22 000 ans. Mais quand un Africain lit sa Bible, il dit que Adam et Ève croient que c'est un blanc, ils voient que c'est un blanc. Oh, l'humanité entière était noire jusqu'à il y a à peine 30 000 ans, 22 000 ans. Mais est-ce qu'on apprend ça? Vous apprenez ça dans vos écoles? Votre problème, c'est quoi? Votre problème avec les races, c'est quoi? Parce que c'est pas un problème de race. Il paraît presque dans les prochaines années également, l'humanité sera toute bleue.
bleu, je ne sais pas, je ne connais pas cette théorie-là. Mais le problème, c'était le problème des migrations. Puisque, si vous voulez, c'est l'Afrique qui avait le climat qui permettait à l'être humain d'être vivant. Bon, et dans les autres, c'était les glaces. On ne pouvait pas vivre là-bas. Donc, ce n'est pas les migrations que les couleurs de peau ont changé. Bon, il y a des théoriciens, c'est-à-dire qui travaillent là-dessus. Mon problème n'est pas un problème de race. Mon problème, c'est un problème de falsification de l'histoire. Et que cette falsification de l'histoire est enseignée. Et moi, je dis non. Nos présidents de la République, dans les pays africains, doivent prendre leurs responsabilités. Parce que c'est ce que j'appelle, moi, il faut qu'on arrête le génocide intellectuel. Mais la faute également aux professeurs d'université, parce que si le travail n'est pas bien fait à la base avec les élèves, on suppose quand même qu'à l'université, les enseignants de rang magistral comme vous vont procéder à la reconstruction des consciences. Cela pourrait se faire. Est-ce que vous le dites à vos collègues enseignants qu'à l'université, qu'il y ait ce discours et que la reconstruction s'opère? Bon, d'abord, je crois que bon, ce que moi je dis là, je le dis dans mes cours tous les jours, hein, que ce soit à Yaoundé, à Berlin ou n'importe où, parce que, encore une fois, ce n'est pas un problème de l'Afrique, c'est un problème de l'humanité entière, qu'il faut arrêter cette falsification pour qu'on voit comment, c'est-à-dire on peut redémarrer. Parce que tout ça, c'est ça qui entraîne aussi le sous-développement. Hein. Donc moi, je dis qu'au niveau de l'université, c'est vrai, vous avez des conférences, etc. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas que Cheikh Anta Diop à Dakar ait fait telle ou telle découverte. Ça ne suffit pas que moi, ici, il faut que les hommes politiques, les présidents de la République des pays africains, prennent conscience que, mais on nous a fourvoyés. Et que pour un vrai développement, pour qu'on démarre vraiment, il faut d'abord qu'on s'assoie sur notre savoir. Parce que le savoir était africain. Pendant des millénaires, le savoir... Parce que les gens s'arrêtent à l'Égypte ancienne, antique. Mais l'Égypte antique, ce n'est que 5000 ans. Moi, je vous dis, ça fait depuis 150 000 ans que le noir, n'est-ce pas, a fait asseoir son savoir. Bon, je vais vous donner un exemple encore. Excusez-moi, parce qu'il faut être concret dans ces choses-là. On parle des mathématiques. Hein? Le petit enfant apprend les mathématiques à l'école, etc. Mais ce qu'on appelle l'os d'Ishango, on a découvert l'os d'Ishango à côté du lac Albert au Congo démocratique. Un os où il y a 22 000 ans, il y a les formules mathématiques les plus anciennes. Aujourd'hui, vous avez une statue à Bruxelles pour célébrer l'os d'Ishango. Où est-ce que vous célébrez ça ici au Cameroun? Le savoir africain, où est-ce que vous célébrez ça? Il est urgent qu'on change le cap. Professeur, on va revenir à ce qui fait un peu l'actualité. Voici votre tout dernier livre. On va le tenir. Qui s'appelle 50 ans déjà, quand ce sera enfin votre indépendance là. Est-ce que ce livre, vous le vouliez un peu comme le son de cloche nationaliste, panafricaniste, pendant les célébrations de cinquantenaire? Un son de cloche qu'on n'a pas beaucoup entendu. Hein. Mais ce n'est pas une histoire de son de cloche. Est-ce que vous êtes indépendant? Au Cameroun, au Gabon, en Côte d'Ivoire, est-ce que vous êtes indépendant? On a célébré les indépendances. Mais nous avons... On célèbre n'importe quoi. Pourquoi vous n'avez pas dit quand ce sera votre dépendance là? Non, quand ce sera votre indépendance là. Ce n'est pas une indépendance. Cette indépendance là que De Gaulle a donnée là. C'est pas pour ça que les Oumyobé sont morts. C'est pas pour cette indépendance que les Oumyobé sont morts. C'est pas pour cette indépendance que les Wandji ont été pendus. C'est quelle indépendance? La souveraineté des peuples africains. Pour que l'Afrique soit assise sur son savoir. Et pour que les ressources naturelles africaines soient d'abord utilisées par les Africains. Est-ce que c'est une indépendance là? Mais je dis, vous pouvez vraiment déterminer ce que vous voulez faire dans votre pays sans que M. Sarkozy vous dise non, attention là. Il faut arrêter ça. Dans cet ouvrage, vous parlez également de solidarité entre les peuples, entre les nations en Afrique. Est-ce que c'est véritablement possible en Afrique? Bon, moi, j'ai toujours dit ceci. Je pense sincèrement à... Vous voulez que je vous dise quelque chose? Quand j'ai eu 24, le jour où j'ai eu 24 ans, ce que j'ai décidé moi, attendez, parce que vraiment,
Non, il faut arrêter. Ne vous fâchez pas. Non, je ne me fâche pas, mais on nous a trop tués. Vous voyez, j'ai écrit ça le jour où j'ai 24 ans. Je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Moi, Koumandoumé, qu'est-ce que je vais faire de ma vie à l'âge de 24 ans? Je n'étais pas ici, j'étais à Lyon, en France. Et j'ai dit ceci, parce que vous parlez de l'Afrique. Pour moi, je confonds le sens de ma vie au sort de l'Afrique. À cette personnalité que je voudrais ajouter à l'humanité. J'ai peur que cela ne soit une confusion réelle et peut-être une excuse qui m'éviterait une réflexion profonde. Et pourtant, je ne peux jusqu'à l'heure actuelle attribuer un autre sens à ma vie que celui qui mène à la libération totale de tout le peuple africain, au respect de la dignité de l'homme noir et par tout ce processus à un apport personnel à l'humanité. Et quand je dis libération totale, ça veut dire aussi unité, unification de l'Afrique. C'est pour ça que moi je lance un appel, encore une fois, au président de la République du Cameroun et au président de la République des autres pays de ce continent. S'il vous plaît, créez un ministère chargé de l'unification de l'Afrique et de l'intégration sous-régionale. Ça veut dire que tout le combat qui est mené dans le cadre aujourd'hui, par exemple, de l'Union africaine, vous le bottez en touche. Mais l'Union africaine a beaucoup de problèmes. C'est le combat de l'Union africaine. Disons que c'est le combat depuis les pères comme Kwame Nkrumah, Haïlé Sélassié d'Éthiopie. C'est ça en réalité, mais nous n'avons pas réussi, vous savez, parce que les autres n'ont pas intérêt à ce que l'Afrique s'unisse. Ça soyez-en sûrs. Hein? Les autres ne veulent pas que l'Afrique s'unisse. Parce que le jour où l'Afrique va s'unir, nous sommes déjà aujourd'hui, en 2011, nous sommes plus d'1 milliard. Imaginez-vous ce milliard d'Africains maintenant avec un gouvernement fédéral ou central. Mais les autres vont encore pouvoir faire comment? Pour pouvoir venir et prendre ce qu'ils veulent quand ils veulent. C'est ça. C'est ça l'enjeu. Et vraiment, moi, quand vous observez, comme c'est l'an dernier, que l'Union africaine montre une vraie réticence à suivre le temps dans son expédition en Libye, est-ce que pour vous c'est un espoir ou alors simplement un syndicat de chefs d'État qui vient au secours de l'un d'entre eux en difficulté? Vous savez, non. Il faut lire l'histoire. En 1884, les Européens se sont réunis à Berlin. En réalité, il s'agissait de quoi? Ils disaient il fallait que sur le fleuve Congo, on puisse... En réalité, en 1884, ils ont réuni leurs forces pour orienter cette agression contre l'Afrique. Parce qu'ils se sont dit, si chacun va en rang dispersé, ils ne vont jamais maîtriser l'Afrique. Or, ils ont besoin de toutes ces matières premières africaines-là. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait en Libye? Ce qui est bizarre, c'est que c'est encore à Berlin que l'OTAN s'est réuni pour encore unifier leurs forces, pour agresser. Mais c'est scandaleux. Ils nous parlent de liberté. Vous avez depuis quand est-ce que les Européens se sont souciés du sort des Africains pour venir sauver les Africains? Donc quand il faut qu'on décrypte le langage. En 1884, ils disaient que c'est pour nous apporter la civilisation. C'est pas ce qu'on disait. Ils nous ont apporté la civilisation jusqu'aujourd'hui. Ils nous ont déviés de nous-mêmes. Et aujourd'hui, il s'agit de prendre nos ressources, quel que soit le cas. C'est ça qu'on fait en Libye. Il faut absolument qu'ils maîtrisent, parce que, vous savez, il faut que les Africains sachent lire ce qui est en train de se passer. Quand un pays africain est déjà très grand, il faut le fragiliser, il faut essayer de couper. On a vu ce qui s'est passé au Soudan. Le Soudan était trop grand, il fallait couper. La Libye, maintenant, avec toutes ces richesses-là aussi, il faut déstabiliser. Et c'est pour ça que je dis, quand ce sera enfin votre indépendance-là, et l'union de l'Afrique, c'est une urgence. Si on veut donner une chance à nos enfants, l'unification de l'Afrique est une urgence. Comment peut-on faire pour que cette Afrique s'unisse entièrement? Mais il faut d'abord que le génocide intellectuel et spirituel cesse, parce que on ne nous a pas seulement génocidé au niveau intellectuel, mais aussi spirituel. C'est qu'il ne faut pas que vous soyez vous-même. Donc il faut d'abord comprendre. Il faut d'abord comprendre cela. N'est-ce pas que il faut comprendre que, mais en réalité,
comment cesser le génocide intellectuel? Est-ce qu'il faudrait revoir les programmes d'enseignement dans les écoles à la base? Est-ce que c'est comme ça qu'on cesse ce génocide? Absolument, il faut revoir ça. Que quand l'enfant voit ce qu'on appelle le théorème de Pythagore ou de Thalès, etc., qu'on enlève d'abord ces noms-là et qu'on mette les noms des vrais inventeurs de ces théorèmes-là. Peut-être également en vulgarisant les langues nationales, parce qu'elles sont vouées au périssement. Mais les langues nationales, c'est l'âme d'un peuple. Oui. Et vous ne pouvez pas vous développer avec l'âme de quelqu'un d'autre. Ça, c'est absolument impossible. Ça veut dire que vous préconisez quoi? Qu'au Cameroun, par exemple, qu'on commence à enseigner les 250, 200 ou 300 langues que nous avons à l'école aux enfants, comment est-ce qu'on va faire pour choisir l'une de ces langues et qu'elle devienne la langue que tout le monde va étudier? Parce que nous nous adressons à un public relativement large, qui n'est pas constitué que des gens originaires des berges du Vouri. Je dis, est-ce que en France, vous croyez que le français qu'on parle là aujourd'hui, c'est ça qu'on parlait en France? C'est pas ça qu'on parlait en France. Il a fallu que des gens comme Napoléon prennent une décision, que c'est ce français-là que tout le monde va parler. C'est ce qui s'est passé. Quand vous prenez la langue allemande qu'on parle aujourd'hui, est-ce que c'est ça qu'on parlait? C'est pas ça. Mais ce sont des processus politiques, il faut des volontés politiques et des décisions politiques. Moi, je ne dis pas que au Cameroun, il faut seulement parler là. Nous sommes riches. Et quand on a une richesse, il faut utiliser cette richesse-là. Moi, quand j'étais enfant, j'ai vu que quand des Douala allaient à Ebolova, parce qu'ils étaient affectés là-bas, après 1, 2, 3 ans, les enfants revenaient et parlaient déjà boulot. Oui. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ce n'est pas possible? Ce n'est pas possible. Parce qu'aujourd'hui, on a institutionnalisé une espèce d'unification qu'il faut seulement... C'est la pauvre. C'est quand vous parlez une seule langue, vous êtes pauvre. Parlez 2, 3. Moi, je parle allemand, j'écris, vous voyez, non, j'écris le livre en allemand, en français, en anglais, en douala. Je suis riche. Mais vous voulez que ce soit une seule langue. Ne le faites pas en Djouba, par exemple. Mais parce que l'infrastructure ici ne nous le permet pas. Oh, c'est ça qu'il faut. Mais c'est pas une question de volonté. Est-ce que vous avez la volonté déjà? Moi, comment Doumbé? Oui. Oh là là. J'ai cette volonté. Et c'est pour ça que j'ai fondé Afrique Avenir. Et quand vous... Je me rappelle encore en 1980, et Stéphane Tchakam était là, en 1997. La Fondation Afrique Avenir a organisé un concours de langue. Et nous avons invité plusieurs lycées. Il y a 15 lycées avec 1500 élèves qui ont participé à ce concours. Et chaque enfant faisait le concours dans sa langue. Tu es Fulbé, tu faisais le concours en Fulbé. Tu es Menjumba, tu es Djang, tu faisais ton concours à Yemba. Nous l'avons fait. Bon, mais moi, avec mes petits moyens de bord. Et vous savez qui m'avait aidé pour faire ça? Non. Le ministère de l'Éducation de l'Autriche à Vienne. Et voilà. Non pas du Cameroun. Je voudrais juste qu'on appuie complètement la question que vous a posée Stéphane tout à l'heure, oui. Celle de savoir où était le problème au niveau de l'unité de l'Afrique, qui semblait être que vous prônez comme étant la solution à tous les maux du continent. Non, pas le problème, vous semblez dire que l'Afrique ne parvient pas à s'unir parce que justement les puissances occidentales s'y opposent. Est-ce que vous ne pensez pas que justement c'est un problème des chefs d'État et gouvernants africains eux-mêmes d'abord? Les deux problèmes sont liés. Parce que quand en 1960, nous avons eu cette pseudo-indépendance, où j'ai dit qu'il faut arrêter cette indépendance-là, nos chefs d'État, qui les a mis au pouvoir? Il faut qu'on se parle, qu'on se regarde dans les yeux. Qui les a mis au pouvoir? C'est les peuples africains. Dans la plupart des cas, et c'est là où le problème de l'Afrique a commencé. Et moi, dans mon livre qu'il a montré, que vous avez montré là, 50 ans déjà, je raconte ce que j'ai vécu comme petit élève à Munich. Quand en 1963, j'ai vu, enfin à l'eau, il fallait donc aller à Addis Abeba là. Les pays francophones, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont d'abord partis à Paris. Et j'ai vu, ils ont fait une grande photo, De Gaulle était au milieu. C'est après qu'ils sont allés à Addis Abeba. Et quand ils sont rentrés, au lieu de rentrer à Yaoundé ou à Dakar, ils sont encore allés d'abord à Paris. C'est là qu'il y a eu l'échec. C'est là où on a tué cet élan de l'unification de l'Afrique. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes en 2011. Je crois que même nos chefs d'État ont compris. Donc, je crois qu'eux-mêmes, ils ont un cœur qui bat quand même pour leur pays. Et il faudrait qu'ensemble, eux et nous ensemble, on puisse tout faire pour que nos pays soient nos pays et qu'on puisse s'unir. Parce que
Si on n'est pas unis, vous pouvez faire quoi contre l'Union européenne ou bien contre les États-Unis, vous le Cameroun ou vous le Gabon? Vous pouvez faire quoi? On va commencer par cette troisième partie de l'émission avec les contributions de nos téléspectateurs qui ont envoyé quelques SMS. Bravo pour l'invité, hein. Enfin un invité qui comprend et sait mettre en exergue le problème d'identité. On aimerait en avoir comme ça tous les week-ends. J'aimerais savoir comment faire pour obtenir vos livres. Ah, mais nous avons un site internet www.exchange-dialogue, je ne sais pas si ça peut être affiché, exchange-dialogue.com, mais sinon les livres dans toutes les librairies à Douala, à Yaoundé, et dans les kiosques, on peut, ou alors à la Fondation Afrique Avenir. Sans l'euro, pourrions-nous atteindre la lumière? Sans l'Europe. Pourrions-nous atteindre la lumière? Mais on est dans les ténèbres, vous nous dites qu'on est dans la lumière. Bonsoir Prince, vous pouvez nous aider en mettant ces informations sur un site que les jeunes pourraient consulter. Mais nous avons deux sites qui existent, www.afriqueavenir.com, Afrique Avenir avec C, hein, C-A, et non pas que Afrique avec C, afriqueavenir.com. Donc vous avez tellement d'informations. Et puis le deuxième site de la maison d'édition, c'est Exchange, c'est-à-dire échange en anglais, exchange, www.exchange. Oui, tiré de 6. Dialogue. Voilà.